Et du coup, nous voici aujourd'hui pour le webinaire avec Manon, qui est présente aujourd'hui, qui est du coup juriste au cabinet ESI. Aujourd'hui, c'est entre guillemets un partenariat entre le cabinet ESI, qui est un cabinet d'expertise comptable qu'on connaît tous, et l'agence Levic. Levic, c'est quoi? Je vais vous faire une petite intro là-dessus, très courte, et puis après, on va laisser la place à Manon, qui va nous présenter ce webinaire. Du coup, je pense que, qui sommes-nous? On va faire une petite présentation. Levic, c'est une agence, une agence de transformation. Le but, c'est d'accompagner les dirigeants dans leurs problématiques du quotidien. On est un organisme de formation certifié Calliope. Donc, l'idée, c'est de former les clients du cabinet ESI, mais aussi d'autres clients externes. Donc, on retrouve les fondateurs, les associés du cabinet, parce que du coup, c'est ESI c'est la synergie entre ESI et moi qui avons créé ceci. On accompagne, du coup, je pense qu'on peut mettre la prochaine slide, on accompagne dans tous les sujets, toutes les problématiques d'un chef d'entreprise. Donc, comme on va voir ici, on a le juridique qu'on va traiter avec le pacte d'associés aujourd'hui, la finance, la gouvernance, la RH, enfin voilà, tout le spectre 360 d'une entreprise. Comme je disais tout à l'heure, on a plusieurs formules. On accompagne les gens sur la partie un peu formation, la partie coaching, management de déploiement. On fait aussi l'animation de séminaires et des audits aussi sur différents sujets qu'on a vus auparavant. Donc aujourd'hui, on a la chance d'être avec Manon, notre experte. Notre experte, elle va se présenter. Je te laisse peut-être la parole, Manon, si Oui. ça Manon Mazzolini, je suis juriste depuis à peu près 5 ans, donc du coup spécialisée en droit des affaires et droit des sociétés particulièrement. J'ai pour mission d'accompagner les dirigeants et les créateurs d'entreprises dans les constitutions de société, la vie de la société et tous les aspects qui peuvent intervenir, fusion, transfert de sièges, etc. Et avec des missions annexes comme déclaration d'impôts, etc. Et notamment, du coup, les pactes d'associés qui font partie de la vie des sociétés. Donc, du coup, Michel, du coup, on va vous laisser vite fait vous présenter et nous dire l'intérêt de... Justement, je ne sais pas trop, justement, moi... Vous êtes là pour découvrir. Oui, voilà, je vous écoute, mais moi, je n'ai pas de questions particulières. Bon, moi, c'est assez simple, hein, en fait. Ma situation, c'est assez simple. Il n'y a pas beaucoup de choses à gérer. Très bien. Okay. On va continuer, du coup. Hop. Donc, on est ici aujourd'hui pour parler du pacte d'associés. Le pacte d'associés, c'est une convention qui est conclue entre, comme son nom l'indique, les associés d'une société ou actionnaires. Donc, ça dépend d'un accord privé entre les parties. Ce n'est pas un acte obligatoire comme les statuts de la société. Ça vient en complément pour organiser les relations entre les associés, la gouvernance, les modalités de sortie, si il y a des désaccords et la gestion du conflit. Ce pacte, du coup, il s'impose aux personnes qui l'ont conclu, donc aux signataires. Hop. Donc, les grands fondements du pacte d'associés, c'est la liberté contractuelle. Comme on l'a dit, il n'est pas obligatoire, c'est un accord conclu entre plusieurs personnes. Il a un caractère extra-statutaire puisqu'il n'est pas opposable aux tiers, contrairement au statut, puisqu'il n'est pas publié. Mais toutefois, il ne doit pas venir en contradiction de l'ordre public et de la loi. Du coup, Manon, c'est-à-dire que si un des associés ne signe pas le pacte d'associés, du coup, il est valable entre, par exemple, s'ils sont 3, il est valable entre les 2 personnes, ou tout le monde signe pour qu'il soit valable, entre guillemets?
Oui, il n'est pas tenu. En fait, le pacte d'associés, il lie les personnes et la société, donc pour une société ou plusieurs sociétés. Donc, si c'est un groupe, il va lier autant les associés que les sociétés qui auront signé le pacte. Et donc, dans le cas où il n'y aurait pas, où il manquerait un des associés, celui-ci ne serait pas lié. C'est pour ça qu'il faut également penser à le rééditer en cas de cession ou à entrer d'un nouvel associé dans une structure. Très bien. Et ça marche pour toutes les formes de société ou enfin, par exemple, pour une Oui. société civile, est-ce que ça fonctionne aussi? Oui, oui, c'est vraiment un accord entre les parties et qui va lier des points de gouvernance, de prise de décision, rémunération, etc. Et donc, du coup, qui se retrouvent dans toute forme de société. Ok, très bien. Merci pour ça. Donc, les points clés du pacte, c'est, comme on a dit, la souplesse et les libertés contractuelles. Ça permet de faire une gouvernance sur mesure, de protéger les minoritaires, d'encadrer les cessions de titres et les sorties des associés, d'assurer une sécurisation financière et de gérer les conflits entre associés. Les points principaux, donc on va revenir point par point sur le pacte d'associés. Donc, notamment, on va parler sur l'organisation et la gouvernance, puisque dans le pacte d'associés, on va pouvoir définir les rôles et pouvoirs de chacun des associés, chose qui n'est pas prévue par les statuts. On va pouvoir nommer et voir les pouvoirs des gérants, chose qui peut être prévue par les statuts, mais complétée par le pacte, notamment sur des missions précises. Comme par exemple, un associé peut avoir une mission RH et l'autre commerciale, et donc du coup, cela s'harmonise dans le pacte. Les modalités de prise de décision. Donc, en complément des statuts, bien sûr pas en contradiction, mais donc sur les prises de décision. Les statuts, normalement, encadrent les décisions liées à la société, notamment, par exemple, un transfert de siège se fait à la majorité. Le pacte, lui, peut prévoir que les majorités soient renforcées pour, par exemple, les décisions commerciales ou sur les actes importants, autres que liés au statut de la société. On va déterminer aussi le droit d'information des associés, qui peut être plus important que ce que prévoient les statuts, et surtout la durée d'association, qui permet de voir dans quel sens avancent les associés lors de la conclusion du pacte et de leur association au sein d'une société ou d'un groupe. Très bien. Michel, sans indiscrétion, vous êtes du coup chef Mais d'entreprise. je pense pas que je sois concernée, moi. Enfin, C'est ce que j'allais dire. franchement. Vous êtes chef d'entreprise. Disons que je suis gérante de la SCI MGM. Bon, après, mon fils est co-gérant, mais bon, il n'y a pas beaucoup de choses à régler, en fait. Enfin, c'est une SCI, c'est familial quand même au départ, donc je ne suis pas tellement concernée. D'accord. Bah, du coup, on peut par exemple prendre des exemples aussi sur les SCI. Je ne sais pas si Manon, tu as des exemples sur. Enfin, moi, je pense à la gouvernance. Oui, tout à fait. Mais sur les prises de décision vis-à-vis des biens immobiliers, ça peut être une majorité renforcée sur la vente, par exemple, d'un bien immobilier ou sur la gestion. Cela, ça peut être encadré par le pacte, en plus des statuts. Ok, donc ça veut dire qu'on pourrait définir en fait des rôles des associés. Par exemple, je ne sais pas si on veut vendre tel immeuble ou au-dessus d'une certaine somme, il faut que cette personne soit d'accord, sinon l'autre personne ne peut pas le faire et on pourrait instaurer des règles en fait. Tout à fait. C'est l'essence même d'une SCI. Les SCI, c'est la gestion d'un bien. Normalement, il faut l'accord. C'est quand même l'objet principal. Donc, la vente du bien, ça viendrait à résoudre l'objet social et donc la société n'aurait plus d'intérêt. Mais on peut prévoir que la gestion ou la vente, ça soit renforcé par le pacte d'associés et sur la prise de décision de tous les associés
ou sur effectivement lié au prix de cession, etc. Ok, intéressant. Ensuite, le pacte, il vient régler aussi souvent les questions de gestion de capital, donc liées aux actions et parts. Notamment, alors il faut vérifier ce qui est prévu par les statuts, donc toujours éviter la contradiction et sinon renforcer ce qui est prévu par les statuts. Donc on vient régler souvent les conditions d'entrée et de sortie des associés qui passent notamment par une clause de préemption qui permet le jour où un associé veut vendre ses parts, que les associés en place soient prioritaires dans le rachat des parts. La clause d'agrément aussi, qui permet d'éviter qu'un nouvel associé rentre au capital sans que les autres en veuillent. Les clauses d'inviabilité qui permettent d'interdire les associés de vendre leurs parts pendant un certain temps. Cela, c'est également lié à ce qu'on vient de dire juste avant avec la durée d'association, qui peut un petit investisseur qu'on peut imposer une durée, par exemple, de 3 ans, on lui dit, tu vends pas, on met une clause d'inviabilité pendant 3 ans, le temps de développer la société, et après, il aura la possibilité de les vendre. Et également les modalités et prix de cession qui peuvent être prévus selon une méthode de valorisation du prix fixé en amont de la cession. Ok. J'ai une question qui me vient. Par exemple, aujourd'hui, je suis associé dans une entreprise. Je vais dire, j'ai un accident. J'ai un accident, malheureusement, je meurs. Indirectement, la loi dit que, par exemple, c'est ma femme, mes enfants ou la personne qui hérite de ma partie, du coup, qui va hériter de ça. Néanmoins, cette personne-là, elle n'est pas dans la formation, parce qu'aujourd'hui, on est dans la formation. Du coup, mes associés vont dire non, je n'ai pas envie de m'associer avec ta femme. Enfin, si tu as un problème, est-ce qu'on peut définir des règles comme ça Oui. Alors, notamment dans le cas dans les SCI, on n'est pas obligé d'associer le mari et la femme. On peut prévoir dès en amont de la conclusion des statuts que la société continuera avec seuls les associés survivants. Et dans le cas où ce n'est pas prévu, souvent il y a la clause d'agrément justement qui entre en cause, où justement les associés en place doivent agréer le conjoint survivant dans les nouveaux statuts ou non. À défaut, à minima, il aura droit au prix de vente, mais du coup, c'est protégé par souvent la clause d'agrément. Ok. Donc, par exemple, si la clause d'agrément dit, si les associés disent non, Nicolas, il est mort, je ne veux pas m'associer avec sa femme, du coup, ils doivent payer les parts sociales. Selon le prix de cession ou la valorisation, soit le prix de cession fixé en amont dans le pacte, soit sur une valorisation faite de la société au moment donné. Ok, super. Ensuite, du coup, il y a les clauses de protection des associés qui peuvent être réglées par le pacte, notamment, du coup, la clause anti-dilution qui permet à des associés qui souhaitent entrer au capital d'une société de vouloir maintenir un certain niveau de prise de décision. Et donc, du coup, on évite. Le but est de les protéger de gros investisseurs. C'est la loi des majoritaires et des minoritaires, souvent dans les pactes, qui est vue. On peut également protéger les associés avec les clauses de non-concurrence et non-sollicitation. C'est un peu lié à la sortie de l'associé, mais un associé qui voudrait partir et qui récupérerait des informations déterminantes pour la société. On peut prévoir une clause de non-concurrence dans le pacte qui éviterait les situations de blocage et surtout le travail donné par les associés dans cette structure. Donc après, on reviendra sur ces clauses. Et également, l'engagement financier des associés, on peut le déterminer dans le pacte. Ce n'est pas une obligation, comme on a dit, le pacte, c'est un contrat privé conclu entre les personnes, mais on peut prévoir que certaines personnes mettront plus et les conditions de remboursement, etc. Et un pacte d'associés, on peut le créer après la création de la société ou il faut l'intégrer au statut? Si quelqu'un veut faire des modifications, comment ça se passe du coup si demain on veut modifier un petit peu les règles?
Alors, le pacte d'associés, il peut être créé à n'importe quel moment. Donc, soit au moment de la création de la société et des statuts où tout sera repris et mis en accord, ou plus tard, parce que, par exemple, la vie de la société le nécessite, comme l'entrée d'un nouvel associé. Et il peut être mis à jour à n'importe quel moment. Donc, le pacte, on le fixe pour une certaine durée, mais il peut être révisé à n'importe quel moment avec accord des associés signataires ou renouvelé à la date d'échéance fixée par le pacte lui-même. Très bien. Donc ensuite, il y a également, donc comme on en a déjà évoqué plusieurs fois, la partie sur la sortie des associés et les transmissions de titres. Donc toujours lié, comme on vient de dire, il y avait les clauses d'agrément et de préemption pour un associé qui souhaite vendre à un tiers, mais il y a également, donc là on est plus sur d'autres cas comme en cas de mésentente grave entre associés, on peut avoir une clause de buy or sell. C'est le cas où les associés ne s'entendent plus, mais on va décider, un associé va dire, mais vu qu'on ne s'entend plus, je te propose de racheter tes actions à un certain prix. Et si à défaut tu refuses, ben, tu dois me racheter les miennes à ce prix-là. Donc, ça permet la sortie et de régler la situation de conflit. Il y a la clause de sortie conjointe ou forcée, notamment avec les cas des minoritaires et des majoritaires, pour qu'on suive le groupe. On reviendra sur ce point-là aussi. Et les clauses de bad liver et good liver qui permettent de traiter, donc bad liver, les cas de mauvaise gestion notamment, et good liver, les départs volontaires ou forcés, mais liés, qui sont acceptables, notamment maladie, etc. Donc ça aussi, on y reviendra dessus. Ensuite, on peut également traiter donc la répartition des bénéfices, donc avec une politique de distribution de dividendes qui peut être différente de celle prévue habituellement, c'est-à-dire au prorata de sa détention, ou refus de prise de dividendes, le réinvestissement des bénéfices qui peut être prévu et les modalités de financement de la société, apport supplémentaire, emprunt, donc tout ce qui va être lié à la prise de décision sur la conclusion d'un emprunt. Et donc, comme on a dit, résolution des conflits. Donc, on en a un peu parlé. Donc, il y a les clauses qu'on vient d'évoquer sur les sorties forcées, etc. Mais il y a aussi des clauses avant d'arriver à ce stade où on peut prévoir qu'en cas de conflit entre associés, on recourt à une conciliation, une médiation ou à l'arbitrage par un tiers, du coup, indépendant qui permettra de résoudre le conflit avant d'arriver à la sortie forcée d'un des associés. Et également, du coup, les cas de violation du pacte, puisque le pacte, c'est un contrat conclu entre les personnes, mais en cas de non-respect, on peut appliquer une sanction sur le pacte. Ok, je te coupe Manon, sur la slide avant, j'ai une question parce que bon, là, du coup, pour Michel, on parle un peu de SCI ou même sur des autres sociétés commerciales ou quoi qu'est-ce. On peut, par exemple, détenir peu de parts sociales, je vais dire peut-être 10% ou un montant, mais peut-être avoir, je n'ai pas le nom, mais comment dire, des parts à valeur. Ouais, de préférence, exactement. Par exemple, dire j'ai que 10%, néanmoins, les dividendes sont distribués par rapport au nombre d'associés, pas par rapport au nombre de parts sociales. Je pense à ça parce que sur les SCI, du coup, familiales, souvent, on fait beaucoup de démembrement. Le but, c'est de donner l'argent pour éviter l'impôt à la succession. Néanmoins, si demain on vend un immeuble, par rapport au démembrement, on peut le faire petit à petit tous les 10 ans. Alors, le démembrement, il est réglé par la loi. On ne peut pas contredire la loi quand même, dans le pacte. Ouais, mais du coup, on peut démembrer, donner 10%, mais donner des titres, j'ai oublié le nom que tu as dit, pour de dividendes, par exemple. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit applicable dans le cas des démembrements, parce que le démembrement, c'est réglé par la loi. Et il y a une histoire entre nu propriétaire et usufruit qui chacun a droit à autre chose. Ouais. Mais c'est plus dans le cas d'une SAS où il y aurait des actions de préférence, où là, du coup, on distribuerait autrement. Ça peut être aussi, dans politique de distribution de dividendes, ça peut être que le pacte dit, pendant X années, on ne prend pas de dividendes, même s'il y a
du bénéfice distribuable. Ok. Il y a aussi ce cas de figure. Après, toute la partie distribution de dividendes, etc., c'est encadré par la loi. On ne peut pas contredire la loi. Ok. Un associé n'a pas le droit, par exemple, chaque associé a le droit au dividende. Interdire le droit au dividende par une action de préférence, c'est interdit. Ok. Donc, il y a des aménagements possibles, mais dans les limites de la loi. C'est toujours mieux. C'est mieux, c'est sûr. Donc, du coup, maintenant, j'ai préparé un petit QCM. Il vous suffit de scanner le QR code et y répondre. C'est assez rapide. Du coup, si vous pouvez le faire. Comment je fais? Avec votre téléphone. Moi, je suis sur mon téléphone. Ah oui. Peut-être, je ne sais pas Après, on peut défiler aussi les questions ensemble. Je les ai préparées. En fait, je ne comprends pas pourquoi vous m'avez envoyé ça. C'est suite à la donation que j'ai fait à la vente de l'appartement. Non, en fait, Ça fait partie de la SCI. on invite Non. les clients en fait, du cabinet ESI à chaque webinaire. On fait un webinaire par mois en fait, sur différentes thématiques. Et du coup, l'ensemble des clients reçoevent une invitation pour participer selon les thématiques qui les intéressent. Vous ne vous sentez pas très concerné, Michel? Non, je ne me sens pas vraiment pas concernée. Eh ben, il n'y a pas de souci, on va continuer avec Manon. Et puis, si vous voulez, on vous enverra quand même le replay. Ouais. Vous pourrez regarder tranquillement de Oui, je veux bien le faire voir à mes enfants et votre. au courant, mais bon. Ok. Et autrement, Manon, je voulais vous demander, vous avez eu un appel de Maître Benoît Coquet? Alors, Non. je vais me permettre, Oui. vu que ce webinaire est enregistré du coup pour partager Ah oui. aux clients pour un souci de RGPD, Oui, là, c'est personnel. Effectivement. je vous laisserai rappeler Manon à 14h si ça vous va. Parfait. Merci beaucoup, Michel. Bonne journée à vous. Oui, merci. Bonne journée aussi. Au revoir. Bonne Merci. journée. Au revoir. Au revoir. Alors, du coup, Manon, la partie QCM, je la ferai aussi à 14h. Du coup, j'ai bien scanné, j'ai bien les éléments, mais on va pouvoir du coup dérouler pour les personnes qui nous verront en replay si ça te va. Ça marche. Du coup, donc voici les questions. On va quand même dérouler les questions et les réponses. Donc, du coup, la première question, c'était au vu de ce qu'on vient de se dire, quel était le rôle principal d'un pacte d'associés? Donc, déterminer le montant du capital, fixer les règles de fonctionnement de la société, encadrer les relations entre associés, organiser la cession des parts sociales ou actions. Alors, attendez. Donc, du coup, les bonnes réponses étaient donc C et D, encadrer les relations entre associés et organiser la cession des parts sociales ou actions. On exclut les réponses A parce que le montant du capital social est fixé par les statuts et le fonctionnement de la société, c'est également par les statuts. Notre seconde question, c'était le pacte d'associés est obligatoire dans une société. Donc, faux. Le pacte d'associés, c'est pas obligatoire, c'est facultatif. Seuls les statuts sont obligatoires dans une société. Mais fortement recommandé quand même. Tout à fait. Oui, ça permet d'encadrer, c'est un plus. Et les conflits et relations entre associés ne sont pas prévus par les statuts. Donc, il faut prévoir un pacte en plus de cela. Mais ça, vu que c'est libre et souple, c'est plus simple à mettre en place et donc C'est surtout par expérience quand on parle à des entrepreneurs, si tu me diras si je me trompe, mais ils ont du mal quand ils créent une société à se dire, mais en fait tout va bien. Ils vont pas se dire, ben non, on est copains. oui, mais il ne faut pas attendre que ça aille mal. Ils voient pas le mal, un peu comme dans un mariage, malheureusement. Je fais un peu un lien, mais souvent on ne prévoit pas le divorce parce qu'on dit qu'on s'aime. Néanmoins, quand le divorce ou la mésentente arrive, ça permet sûrement de débloquer des situations qui sont importantes. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on essaie, nous, au sein du cabinet, on essaie d'en discuter dès la constitution de la société, donc avec les statuts.
effectivement, on met en évidence que les situations de blocage et de conflit, elles vont arriver, même si on ne les imagine pas. Et qu'il y a des points du coup de vigilance à avoir et qu'on met en avant pour éviter tous les désaccords plus tard et éviter tout conflit. Tout à fait. Après, il faut partir du principe que normalement, quand on crée une société, après, quand il y a des employés, on peut appeler ça une famille. Donc, on a des parents, les associés, des enfants. Le but, c'est de protéger les associés, mais aussi de protéger la société. Oui. J'utilise souvent c'est qu'en fait, souvent, on est d'accord, on a le même rythme, des schémas de vie, la naissance d'un enfant, un divorce, un mariage, et du coup, on veut peut-être ralentir, accélérer. Ça peut créer des différences entre les associés sur la temporalité et leurs actions menées au sein de l'entreprise. Souvent, c'est ce qu'on demande. C'est pour ça qu'on a les questions de combien de temps souhaitez-vous vous associer, où voyez-vous dans 5, 10 ans. Même s'il y a les aléas de la vie qui ne sont pas prévisibles, mais oui, c'est important. Voilà. Et du coup, quand on a créé ces petites différences, si on a écrit les clauses en amont de sortie ou d'ajustement, parce qu'on n'est pas obligé de parler de sortie, on peut parler d'ajustement. Je suppose qu'on peut mettre une règle de dire, à la limite, l'associé fait un mi-temps et du coup, il gagne un demi-salaire à place de gagner un salaire complet ou des choses comme ça, à place de créer de la frustration en disant, moi, je travaille plus que l'autre et à la fin, c'est 50-50, quoi. Tout à fait. On peut le prévoir. Et c'est pour ça, même si c'est facultatif, le pacte, il y a quand même une obligation de respecter le pacte puisque ça lie des parties, c'est un contrat. Et on peut prévoir des clauses en cas de violation. Donc, ça permet aussi de rassurer et de réajuster en cours de route les visions. OK. Toujours mieux de l'écrire. Donc, après, on avait du coup, est-ce que le pacte a la même valeur juridique que les statuts? Donc ça, on l'a dit plusieurs fois. Donc non, le pacte, il a une force contractuelle entre les signataires uniquement et seuls les statuts s'imposent à tous les associés. Donc comme on a dit au début du webinaire, si certains associés ne signent pas le pacte, celui-ci ne s'impose pas à eux. Okay. Ensuite, du coup, quel élément est typiquement inclus dans un pacte d'associés? Donc, on l'a vu, une clause de préemption pour prioriser les associés en place en cas de vente d'actions ou de parts. Une clause de non-concurrence pour donc limiter la concurrence en cas de sortie d'un des associés. Et donc, la confidentialité, puisque le pacte est confidentiel, il n'est pas publié comme les statuts. On pourrait prendre l'exemple d'un resto. J'ai cette image d'un restaurateur qui vend son resto avec un bon chiffre d'affaires. Il le vend et au final, il faut savoir que les restaurateurs, à part sur des grosses boutiques, mais sinon, c'est quand même un peu un titu personnel. Souvent, on y va parce qu'on connaît le patron pour éviter, par exemple, qu'il ouvre un autre restaurant avec la même carte au coin de la rue, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Deux associés et un qui éviterait de prendre les clients. Après, on le verra, mais la clause de non-concurrence, elle est limitée dans le temps, dans l'espace et à certaines activités, on ne peut pas tout interdire non plus. Mais ça pourrait être le cas où dans un commercial qui prendrait ou quelqu'un qui développe des éléments qui sortirait de la société et qui développerait la même chose ailleurs, ou sa structure. Et ensuite, du coup, il restait. Donc, le pacte d'associés est rendu public comme les statuts. Donc, ça, on l'a vu plusieurs fois. Non. Il est confidentiel. Il ne lit que les parties. Il n'est pas à déposer comme les statuts ou greffe. Et que se passe-t-il si un associé ne respecte pas une clause du pacte? Donc, comme on l'a dit, il peut être poursuivi pour rupture du contrat et il peut être sanctionné en cas de violation du pacte si les clauses le prévoient. D'accord. Du coup, je pense aux gens qui vont regarder ça. Qu'est-ce qu'on peut faire demain? Je suis en conflit avec l'un de mes associés. Il a violé des choses. C'est quoi? On part du coup. Qui règle les problèmes? C'est l'avocat, c'est la justice. Alors, il y a plusieurs cas. Il y a du coup, est-ce que le pacte prévoit la conciliation, l'arbitrage, etc. Parce que du coup, le conciliateur, par exemple, il rentrera, ça dépend le conflit, mais si c'est en cas de violation, il prendra forcément note du pacte et ce qui avait été écrit et conclu.
Il peut également y avoir, ça peut aller plus loin et si le pacte prévoit des dommages et intérêts, ben, ils seront jugés en fonction de ce qui a été prévu. Ça, en fait, ça dépend du conflit et jusqu'où il va et ce qui est prévu par le pacte. Mais ça peut être un avocat. Ok, et du coup, ça se passe sûrement au tribunal de commerce, enfin, selon l'acte qui a été fait, bien évidemment, mais du coup, on mène, enfin, soit il y a un conciliateur, soit on mène une action en justice et on se rapproche du coup de l'un ou de l'autre, Oui. soit avec un avocat, soit avec un conciliateur qui a été désigné. Oui, tout à fait. Bon, après, le pacte, normalement, est censé éviter d'en arriver là, mais Puis il vaut mieux, c'est quoi l'adage, c'est vaut mieux une mauvaise négociation qu'un bon procès ou l'inverse, je ne sais plus trop. On va dire que ça coûte cher sur les frais d'avocat parfois. c'est ça. Alors, hop. Donc, les clauses et définitions. Donc, on va reprendre, mais on en a discuté plusieurs fois. Donc, la clause d'agrément, c'est la disposition imposant qu'aucune des cessions ne soit valide sans l'accord préalable des autres associés, donc de l'organe, soit l'Assemblée générale ou le comité d'administration. Donc, ça permet aux associés en place de contrôler l'identité des nouveaux entrants. Donc, par exemple, si Paul souhaite céder 10% du capital à Lucie, qui est une investisseur externe, avant toute signature, si le pacte prévoit une clause d'agrément qui doit être prise par le conseil d'administration, alors l'entrée de Lucie doit être en amont validée. Et on peut mettre des règles. On peut dire à moins de 10% départ, Paul peut vendre, mais au-dessus de 10%, il doit demander. On peut tout aménager, oui. Parce que les statuts peuvent prévoir que l'agrément soit pris à l'unanimité, mais le pacte, lui, peut venir dire, OK, c'est l'unanimité, mais si Paul vend plus de 10%. Ok. Par exemple, c'est possible. Tout s'aménage. Le tout, c'est que ce ne soit pas contradictoire. Donc, également, on l'a vu, le droit de préemption qui permet, qui offre un droit prioritaire aux associés en place pour racheter les titres d'un associé qui souhaiterait partir et vendre ses parts ou titres à un tiers. Donc, ça protège contre l'arrivée d'un inconnu et surtout, ça permet de renégocier en amont, en interne, les cessions. Donc, par exemple, si Marie annonce son projet de 25% de ses actions, les autres associés disposent de 30 jours pour exercer leur droit de préemption et racheter ces actions au prix et conditions proposées avant qu'un tiers ne puisse les racheter. Donc là, c'est pareil, les délais ils peuvent être aménagés. Il y a la clause du coup d'ignabilité. Donc, comme on l'a vu, c'est l'interdiction temporaire, mais quand même qui est limitée dans le temps, pour un associé de céder ses titres. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, elle sécurise la stabilité du capital sur une période critique. Donc, par exemple, le lancement, la phase de croissance, ça permet à l'associé de rester en place et de s'engager un certain temps. Très bien. Donc, bon, voilà. Ensuite, donc la clause de non-concurrence, qui est l'engagement pris par un associé de ne pas créer, rejoindre ou financer directement ou indirectement une entreprise concurrente pendant une durée et dans un périmètre géographique défini. Donc, comme on l'a dit, ben, l'exemple du restaurateur, ça doit être donc limité dans le temps, dans l'espace et dans l'objet, donc l'activité. Et on peut prévoir une compensation justement pour limiter cet effet, puisque quelqu'un qui souhaiterait partir, il a par exemple toujours travaillé dans la restauration, on ne va pas pouvoir l'interdire de travailler non plus, ni dans le temps, ni dans l'espace et sans compensation. Ok. Quand on parle de raisonnable, qui définit ce critère? Parce que C'est l'appréciation, alors en vrai dire, c'est l'appréciation souveraine des juges du fond, mais on ne peut pas, donc, je crois qu'on ne peut pas aller au-delà de 3 ans après le départ, mais c'est appréciation souveraine des juges du fond. En fait, ça dépend de l'impact qu'aura le départ de l'associé s'il constituait autre chose ailleurs. ok. Bon, en règle générale, c'est pas, comme on l'a dit, c'est pas indéfini et ça doit pas être extrêmement long.
C'est comme si, par exemple, on formait, parce que ça peut aussi se présenter comme ça, un associé sur un nouveau dossier avec la formation payante, etc. Et on lui dit, ben, au vu de la formation, tu as une clause de non-concurrence pour aller faire ça ailleurs. Donc, ça va être limité 1 an, 18 mois. Ok. Pour éviter, on va dire, des abus ou un associé justement qui récupère le restaurant et lui mettre 5 ans en disant tu m'embêtes pas, il est tranquille. Il faut savoir que du coup, la personne qui vend lui dit hop, 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 il faut que ce soit raisonnable. Je suis d'accord pour 1 an, 2 ans, mais 5 ans, c'est un abus, quoi. Oui, voilà, c'est ça. On ne peut pas interdire quelqu'un de travailler ailleurs. Ok. Donc, la clause buy or sell, donc comme on l'a dit tout à l'heure, donc c'est le mécanisme déclenché lors d'un conflit grave. Donc, c'est le cas où l'associé, en cas de conflit, dit à l'autre, ben, soit je te vends à ce prix-là et tu me rachètes, soit si tu ne veux pas me racheter à ce prix-là, ben, moi, je rachète les tiennes à ce prix-là. Donc, c'est une sortie forcée des associés en cas de conflit. Qui fonctionne très bien à titre personnel. Je l'ai déjà utilisé et ça fonctionne bien. C'est le moyen fort de sortir en cas de conflit. Donc, les clauses de sortie forcée, donc drag along, qui permet aux associés majoritaires d'obliger les minoritaires à céder leurs titres lors d'une vente. C'est notamment le cas où il y a un gros investisseur qui vient acheter une société et où les minoritaires feraient de la rétention. Et donc là, cette clause est en place. On dit, ben non, on fait un seul groupe, tout le monde vend à ce prix-là. Et ça permet de garantir la liquidité de l'opération. Et en sens inverse, tag along, c'est la clause qui vient protéger du coup les minoritaires dans le cas où justement les majoritaires souhaiteraient vendre et laisseraient les minoritaires de côté, ben, eux, ils pourraient venir se joindre à la cession envisagée par les majoritaires et dire ben non, nous aussi, on se joint et tout le monde est racheté. Donc, c'est pour un rachat global, mais drag along qui protège les majoritaires et tag along les minoritaires. Ok. Et du coup, l'usage fait qu'on doit choisir l'un ou l'autre. On ne peut pas prendre les deux, du coup. Ben, l'un ou l'autre, ça dépend les majoritaires, s'ils veulent vendre au final et que les minoritaires résistent, c'est le côté de protection qui change. Okay. La drag along, elle protège les majoritaires et la tag along, les minoritaires. Parce que si on a que l'une, ben, ça veut dire que les minoritaires peuvent rester en place ou autre. Très bien. Après, il peut y avoir des conditions fixées avec des cas de figure envisagés. Donc ensuite, du coup, il y a les clauses de bad liver et good liver, donc liées au comportement entre guillemets de l'associé. Donc good liver, c'est un associé qui aurait une raison valable de partir, donc maladie grave, retraite convenue. Donc du coup, ben, on accepte de lui racheter ses parts à un prix convenu. Et donc, la bad liver, c'est la clause où justement, là, on reproche des faits à un associé, donc faute grave, concurrence déloyale, abandon de mission notamment. Et donc là, où on appliquerait une décote sur, on le forcerait à sortir et on appliquerait une décote sur le rachat de ses parts. Donc, voilà. Ok, du coup, la décote, je suppose qu'il y a des millions de règles à mettre pour mettre des exemples. Parce que c'est toujours une appréciation. Ça dépend de depuis combien de temps, si c'est un abandon de mission, depuis combien de temps il a fait, quel est l'impact de sa sortie. Si c'est concurrence déloyale, est-ce que s'il s'en va et qui derrière, en fait, il remonte une société avec des clients et qui prend des clients dans un secteur déterminé avec la même activité. Bon, après, ça peut se jouer avec la clause de non-concurrence, mais ça dépend de l'impact de son fait sur la société. D'accord. Sur la valorisation, en fait, ça vient surtout sur ce point-là. Mais est-ce que dans le pacte d'associés, on doit inscrire tous les schémas possibles et imaginables, ou c'est à la sortie, c'est de la négociation entre les personnes alors, on peut tout prévoir. Dans le pacte, par exemple, il peut prévoir que
que la méthode de valorisation en cas de cession, c'est le prix déterminé comme selon telle méthode, mais que par exemple en cas de bad liver, justement, on n'applique pas cette méthode parce que en fait c'est trop aléatoire pour dire. Ou alors ils disent on applique une décote sur X%, mais ça m'étonnerait qu'en cas de bad liver, on détermine en amont le prix de la décote. Ok, donc c'est plutôt une négociation à la sortie que dire petit 1 si tu as fait ça, petit 2 si tu as fait ça, petit 3. Et c'est surtout que c'est les autres associés en place qui vont faire jouer la clause qui est inscrite au pacte, qui selon le pacte dit s'il y a tel comportement, c'est un bad liver et donc on peut faire une sortie à un prix décoté. Ok. Donc on a un nouveau QCM qu'on va dérouler. Donc, je vous laisserai remplir le QCM et nous allons passer aux réponses du coup. Donc, première question, c'était concernant la clause buy or sell, laquelle des affirmations suivantes est correcte? Donc, la clause buy or sell, elle permet à un associé de forcer un autre à lui vendre ou à racheter ses actions à un prix déterminé. C'est la fameuse roulette russe qu'on a vue tout à l'heure. Et elle vise à sortir d'une impasse entre associés, puisque c'est en cas de conflit grave et prolongé que souvent elle s'applique, cette clause. Ensuite, la clause buy yourself est particulièrement utile dans quel type de situation? Donc, on vient de le dire, une mésentente grave entre deux associés égalitaires, souvent. Ensuite, la clause antidilution sert principalement à, donc on l'a vu, protéger les actionnaires existants lors d'une augmentation de capital. Donc, ils veulent maintenir leur niveau de prise de décision équivalent et maintenir la valeur relative de la participation d'un investisseur initial. À quoi sert une clause d'agrément? Donc, à bloquer toute cession d'actions sans autorisation préalable des autres associés et à contrôler l'entrée d'un tiers au capital, puisqu'on doit l'agréer en amont ou non. Et ensuite, donc, quelle est la conséquence de l'absence de clause d'agrément dans une SAS? Donc, cas précis pour les SAS, les actions peuvent être cédées librement, sauf disposition contraire dans les statuts ou pactes. Voilà pour notre QCM. Et donc, ensuite, on va continuer sur des exemples et cas de figure qui permettent de réfléchir à des situations et voir quelle aurait été la clause à insérer dans un pacte pour protéger notre associé. Donc, notre cas 1, c'est une mésentente entre associés qui détiennent chacun 50%. Donc, la situation, deux associés détiennent chacun 50% d'une SAS. Ils sont en désaccord sur une décision stratégique, recrutement, business model, et cette situation perdure, bloquant alors toute prise de décision stratégique. Aucune clause ne prévoit un mécanisme de sortie ni d'arbitrage. Donc, quelle est la conséquence, Nicolas? La conséquence, c'est qu'on en revient toujours au même. L'entreprise n'avance pas et malheureusement, comme on sait quand on est entrepreneur, c'est qu'il faut prendre des virages au bon moment, sinon on se prend le mur. Donc là, il nous faut une clause, sinon on va prendre le mur. C'est ça. Donc, et selon toi, quelle serait la clause à insérer? Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Alors, c'est que là, j'ai pris beaucoup d'informations. Est-ce que tu peux me remettre la question Donc, c'est une situation de blocage à 50-50. Blocage sur une décision stratégique, la situation perdure. Comment on fait? Ils sont bloqués, ils sont en désaccord total sur les prises de décision. Du coup, premièrement, c'est définir le poste et les règles de chacun. Et Oui. deuxièmement, s'il y en a un qui veut sortir, la clause de racheter l'un ou l'autre, justement. C'est ça. Tout à fait. Donc, du coup, comme tu l'as dit, on peut aussi prévoir, revoir les rôles s'ils sont définis, les décisions entre associés et quels sont les pouvoirs de chacun. Et donc, en cas de situation de blocage persistante, clause buy or sell où on force l'un à sortir à un prix déterminé. Ouais. Moi, je pense qu'on peut faire un petit arrêt, je ne sais plus si on l'a dit au début, mais sur la définition des rôles de chacun. C'est un truc qu'on voit
beaucoup. Enfin, moi, de mon point de vue, je vois beaucoup ça. Les associés, au début, ils sont contents, on monte une boîte, tout le monde fait un peu tout. On fait du RH, du marketing, un peu de production. Chacun fait tout. Néanmoins, au bout d'un moment, quand on se structure, on embauche des gens. Du coup, on le fait plus. On n'aime plus trop ou ça nous plaît plus vraiment. Et en fait, du coup, tu dis, bah, pourquoi je suis associé avec lui en fait? Parce qu'en fait, je paye quelqu'un qui me coûte beaucoup moins cher. Au final, je pourrais le sortir. Ou à l'inverse, je vais parler du commerce. Mais là, ça va pas bien, le commerce va pas bien. Ouais, mais on a dit que c'était toi qui le gérais. Bah non, on a dit qu'on le gérait à deux. Ouais, mais moi, je fais déjà la prod, le RH, tout ça. Et du coup, ça crée beaucoup de conflits. C'est vrai que je l'ai vécu à titre privé et aussi avec beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne. C'est définissez les règles. C'est très, très important. Qui fait quoi? Comme ça, si un jour il y a un problème, eh ben, tu dis tout simplement, comme un salarié, il a une fiche de poste avec des questions, tout simplement. Donc, du coup, vraiment définissez les rôles de chacun avec des avenants par la suite s'il faut. Il n'y a aucun Oui, souci. voilà, c'est ce que j'allais dire, tout à fait. Et si ça vient à évoluer, de toute façon, le pacte est conclu pour une durée, par exemple, d'1 an renouvelable, où il peut être révisé à tout moment. Donc, à chaque changement, il faut le réviser et reprévoir les rôles. Ou alors, ça peut découler d'un accord entre les associés où un faisait le RH, puis finalement, ça lui plaît plus, l'autre s'engage à le faire. Ben, du coup, on redéfinit et on reste pas dans une situation où c'est pas écrit et finalement, plus personne à la fin veut faire le RH et la situation, il n'y a rien qui se passe puisque c'est plus défini. Voilà, donc il y a les clauses, mais surtout définissez le rôle de chacun. C'est l'humain, c'est le plus important. Et la durée d'association, c'est Et la important. durée d'association. Alors, le cas numéro 2. Un associé veut vendre ses parts à un tiers non désiré. Donc, un associé minoritaire veut vendre ses parts à un concurrent ou à une personne que les autres ne souhaitent pas voir entrer dans le capital. Rien ne l'empêche dans le pacte. Quel est le problème? Alors, c'est l'agrément, du coup. Donc, oui, c'est ça. Donc, donc la conséquence, c'est que ça peut déstabiliser la gouvernance ou capter des informations stratégiques. Et la clause manquante, c'est la clause d'agrément qui oblige les autres associés à valider l'entrée d'un tiers. OK. Donc, cas numéro 3, nouvelle levée de fonds, donc dilution sévère des associés fondateurs. Une levée de fonds est réalisée à une valorisation plus basse que la précédente. Les fondateurs sont lourdement dilués car aucun mécanisme ne les protège. Donc, quelle est la conséquence de cela? La conséquence, c'est que du coup, ils deviennent minoritaires, quoi, les associés. Perte de contrôle, frustration et possibilité de démission puisqu'ils n'ont plus la main sur leur société. Ouais. Et après ça, alors ça, c'est plutôt technique et c'est des avocats qui sont très spécialisés là-dedans, mais ce qu'on appelle les séries A, séries B, et ainsi de suite. Au final, je pense qu'on peut mettre des éléments dans les packs d'associés. Néanmoins, celui qui met l'argent, donc un fonds ou un privé, un BA, définit quand même les règles, parce que c'est lui qui a l'argent. Tout à fait. Oui, mais bien sûr. Mais après, souvent les investisseurs ne sont pas liés au pacte, ou ils peuvent l'être, mais ça dépend des conditions. Ils n'ont pas les mêmes objectifs et engagements que les associés fondateurs, par exemple. Mais oui, après, ça dépend des conditions d'entrée de l'investisseur. Donc, c'est pareil, il faudra réviser le pacte. Mais entre associés fondateurs, ils peuvent prévoir dès le départ qu'à eux deux, ils ne veulent pas moins de 51% pour avoir quand même les prises de décision au global. Voilà. Donc, bon. Donc, comme on l'a dit, du coup, la clause manquante, là, dans notre cas, c'était bien l'antidilution, vu qu'on parle de cela. Voilà. Ensuite, du coup, cas numéro 4, départ d'un associé fondateur avec ses actions. Un associé ne contribue plus à l'activité, quitte l'entreprise, mais garde toutes ses actions et droits de vote. Voilà, il est sympathique. Donc, du coup, la conséquence de cela, c'est que du coup, forcément, ça crée des tensions entre les autres associés, puisqu'il a quand même tous ses droits en tant qu'associé avec ses droits aux dividendes, prise de décision, mais il n'est plus dans la société et donc Là, j'ai un exemple pour ceux qui vont nous écouter. J'ai un client qui est kiné
qui est kiné. Il a acheté une SCI et créé la SCM avec un associé. Ils étaient deux. Ils ont fait les travaux ensemble, tout se passait bien, tout ça. Et au bout de 6 mois, du coup, un des associés part, alors je ne sais plus si c'est la Réunion ou la Guadeloupe, et au final, ne revient jamais. Et la problématique, deux choses. Il ne veut pas vendre les parts de SCM. Il ne veut pas vendre les parts de la SCI. Du coup, l'associé qui reste, il est obligé de prendre des collabs. Les collabs payent du coup des frais de la SCM et qui créent un peu de revenus. Donc, lui prend un petit peu ces revenus-là. En plus, paye le loyer du coup de la SCI. Donc, au final, le gars, il a son bâtiment qui est un bâtiment qui est payé, mais comme n'importe quel propriétaire. Néanmoins, ça a duré très longtemps, je crois 3 ans. 3 ans. La problématique, c'est du coup les collaborateurs qui étaient rentrés dans le cabinet au fur et à mesure voulaient être associés, ce qui est tout à fait normal quand on est kiné. Au bout d'un moment, on veut les parts. Mais le problème, c'est que l'associé qui restait sur place ne pouvait pas vendre ses parts parce que sinon, lui, il n'avait plus rien. Et celui qui était sur une île ne voulait pas vendre. Et donc, au final, ça a créé du bordel dans ce cabinet. Du conflit, oui. Ouais, exactement. Parce que les collabs voulaient être associés, l'autre, il ne voulait rien vendre. Donc, est-ce qu'on peut créer, par exemple, des règles, genre, là, je prends les professions médicales ou libérales, si tu n'exerces pas dans l'activité, tu ne peux pas posséder des titres de SCM ou des titres de SI, par exemple. Oui, ça peut être une condition, bien sûr. OK. C'est que tant que… Mais du coup, c'est aussi lié du coup à la clause de bad liver, puisque là, il était parti avec tout. Et ça vient en complément de ce que tu viens de dire. C'est que là, vu que c'était profession libérale et que c'est lié à l'activité, si tu n'exerces plus, tu ne fais plus partie de la société, tu as un comportement bad liver. Donc, on te rachète tes parts. Du coup, là, avec des cotes ou pas, ça dépend de la situation, bien sûr. Mais oui, tout à fait. C'est exactement ça. OK. Du coup, j'ai un client à t'envoyer, je pense. Très bien. Est-ce qu'on a un cas numéro 5? Oui, et après, c'est terminé. Donc, offre un associé minoritaire bloque la vente. Un investisseur veut racheter la société. Les majoritaires sont d'accord, mais un minoritaire refuse de vendre ses parts, bloquant l'opération. Donc, quelle est la conséquence? Toujours pareil, on a de la frustration, on en voit tout balader. Et c'est surtout qu'ils perdent l'opportunité de se faire racheter, du coup, puisque le minoritaire bloque et que l'investisseur, en fait, il veut la totalité de la société. Il ne veut pas s'embêter avec des minoritaires. Et donc, du coup, ce qu'on aurait dû insérer, c'était une clause drag-along. Donc, du coup, c'est la fameuse clause qui protège les majoritaires, qui oblige les minoritaires à vendre également leurs actions au prix déterminé pour eux-mêmes. On a même un cas 6. C'est même le dernier. Répartition injuste des dividendes ou des pouvoirs. Donc, un associé minoritaire très actif veut être mieux rémunéré ou obtenir plus de pouvoir, mais rien dans le pacte ne différencie les rôles ni attribue les droits particuliers. Donc, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, les actions de préférence. Tout à fait. Alors, il y a plus, donc ça entraîne un conflit, une frustration, une démotivation, puisque il se donne quand même pour la société, mais il est minoritaire. Et donc, on peut prévoir, donc il y a les clauses de gouvernance, donc ce qu'on disait tout à l'heure avec les répartitions de pouvoir, et également répartition de dividendes qui peut être aménagée avec des droits préférentiels. OK. Donc voilà. Donc, ce qui est très important au final, parce que, comme tu dis, des fois, il y a des personnes qui… Il peut vouloir au début juste s'associer minoritaire, soit parce qu'il n'a pas les fonds, soit parce qu'il ne sait pas trop dans le projet comment se positionner. Mais bon, le projet l'intéresse. Et en fait, si le projet prend et que la société vit bien, en fait, il s'y donne plus. Et donc, son investissement est plus important au fur et à mesure. Et donc, du coup, il peut rester minoritaire parce qu'il n'a pas racheté plus de parts, mais avoir un rôle stratégique et important dans la société. Ouais, je pense à des petites boutiques, tu as 10, 20 personnes. Les associés, on n'est pas sur une création, on est sur une société qui tourne, ça fait 5-10 ans qu'elle tourne. On veut associer des personnes importantes au sein de l'entreprise qui sont déjà présentes, des salariés, en fait, tout simplement. On ouvre le capital aux salariés. Néanmoins, je vais dire, une boutique qui fait 1 million et la valo, c'est 1 pour 1.
Si elle veut 10%, c'est 100 000. Donc, à part si elle a mis de côté pendant des années, trouver 100 000 euros, parfois, ça peut être compliqué. Donc, du coup, je vais dire, elle va mettre 20 000 euros, elle aura 2% de la société. 2% de la société, bon, les dividendes et le pouvoir, il n'est pas terrible. Oui. Du coup, ça permet de valoriser, de remercier. Surtout, hein, attention, on parle aussi de remerciement des collaborateurs, parce qu'en fait, sans eux, la boutique, elle ne fonctionne pas, hein, sur des personnes vraiment spécifiques. Mais du coup, de leur donner des pouvoirs sur les décisions d'entreprise, mais aussi des pouvoirs sur les dividendes. Pas juste de mettre 20 000 euros et en fait, quand tu vendras la boutique, tu prendras de l'argent, mais pendant 20 ans, ça ne change rien, par exemple. Oui, tout à fait. Ça Okay. peut s'ajuster à ce moment-là. Donc, pensez à ça si vous voulez ouvrir le capital à vos employés. Tout à fait. Hop. Et donc, du coup, après, on repasse sur les liens utiles de Lévi. Tout à fait. Du coup, déjà, merci Manon pour ça. Aujourd'hui, on était deux, même si Michel a été avec nous au début, mais j'espère que ça sera très utile. On vous enverra du coup cette vidéo. Quelques liens utiles, du coup, pour finir. Vous pouvez vous rejoindre, aller sur notre site internet, prendre rendez-vous dans mon planning si vous avez des questions et si vous voulez qu'on vous accompagne sur des projets ou des problématiques que vous avez au quotidien. Comme je disais tout à l'heure, on est organisme de formation, on est certifié Calliope, donc on peut aller chercher vos fonds de financement OPCO pour former vous, les dirigeants, mais aussi vos équipes. Vous aurez aussi nos prochains webinaires et puis vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux pour suivre un petit peu l'actualité. Voilà, et je crois que c'est la slide toujours de fin de merci pour votre attention qui commence à être connue et faire sourire tout le monde. Donc Merci. Voilà. Bonne journée à tous et puis à très bientôt. Merci, bonne journée.